Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Hors-jeu Capital. Les podcasts se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, mercredi, on avait débriefé une belle victoire en Ligue des Champions et aujourd'hui, on va débriefer une défaite en Ligue 1, 3-1 face à Nantes. Donc évidemment, avec le club, on a toujours beaucoup de contenu. Je vais vous le dire comme ça, on s'est dit en off, on allait faire 3/4 d'heure, 1 heure, qu'il n'allait pas avoir grand-chose à dire, mais comme d'habitude avec ce club, on a toujours du contenu et des choses à dire dans le podcast et c'est tant mieux parce que comme ça, on a de quoi parler, on a de quoi causer dans le podcast. Je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour débriefer cette défaite d'hier soir. Tout d'abord, il fait son retour dans le podcast après avoir des semaines de travail, de reprise du travail. Il pouvait pas, il avait un emploi du temps chargé, mais là, il est avec nous aujourd'hui. C'est Mousse qui est avec nous. Alors Mousse, comment vas-tu déjà? Comment se passent ces premiers jours de travail, cette reprise du travail et puis heureux de te retrouver dans le podcast. Salut Hugo et salut au poteau. Écoute, ça va bien, oui, parce que j'ai reçu pas mal de messages. Ça y est, il y a un mec sur YouTube, il a dit tu fais comme Thiago Silva, tu te chies dessus. Ouais. dès qu'on arrive à la Ligue des Champions, on te voit plus. Non, les amis, c'est pas du tout ça. C'est que comme l'a dit Hugo, voilà, j'ai repris un petit boulot à Nantes. Voilà, ça fait 2 semaines. Écoute, un peu difficile la reprise, mais on s'accroche. Tout va bien les amis. Bon, tant mieux, on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain. Pour accompagner la bande, les deux, ils étaient déjà là avec moi mercredi pour débriefer Madrid. C'est Yacine Amned. Ça va, Yass? Salut à tous, ouais, ça va. Le même état d'esprit que mercredi par rapport au match? Mais en fait, non, quand même pas. Mais je vais préciser ma pensée, pourquoi je dis ça après. Vas-y, je te laisse répondre. Je pense qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que je découpe et en fait, je pense pas tant que ça, mais on en reparlera. Mais non, mais je te dis ça parce que en vrai, dans le contenu hier, on a vu un beau match quand même. Et je pense que, on en parlera tout à l'heure, mais c'est paradoxal parce que il y a la défaite, mais on a vu des matchs bien pires du PSG où il y avait un résultat au bout, alors que là, il y a eu défaite, mais dans le contenu, moi, je trouve qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Est-ce que tu es d'accord? C'est ça. Bon, non, je n'attendais pas à ce que tu découpes. Là, tu peux pas faire ça à tous les podcasts non plus, évidemment. Il y en a beaucoup qui étaient agréablement surprisés. On avait des positifs dans le podcast de mercredi. Ils étaient très contents. Après, je peux dire ça, mais au fur et à mesure du podcast, peut-être que. De toute façon, les gens ils voient au fur et à mesure. Des fois, Yacine, il est comme ça au début en jeu, puis après, quand il commence à baisser la tête comme ça, c'est pas bon signe. Il est en train de cogiter. Bon, on va parler de tout ça, on va y revenir tranquillement. Et pour compléter la bande, il était déjà aussi avec nous mercredi. C'est Nicolas Puravo qui, malgré la maladie, est avec nous. Ça va, Nico? Salut Hugo, salut tout le monde. Ça va. Ça va? Ouais, tu es en forme pour tenir 1 heure sur le Paris Saint-Germain avec nous? Oui, ça va, t'inquiète. Au pire, j'irai prendre un petit soin, mais ouais, ça va. Mais ceux qui nous suivent, je cherchais un nom à donner à ceux qui nous écoutent, mais je n'allais pas dire, je cherchais quoi dire, j'allais pas dire les aficionados, etc. Mais les gens qui nous écoutent, hier quand on parlait sur Twitter avec Yacine qui disait qu'il devrait faire l'imitation de Leonardo, et j'avais dit Nico, tu la verras pas parce que tu ne devais pas être avec nous, donc ils seront contents de voir que tu es avec nous, Nico, aujourd'hui, pour voir l'imitation de Leonardo fait par Yacine Amned. Ça n'a pas manqué, ça sera en fin de podcast. On a une grosse partie sur l'arbitrage hier de Mickey Le Sage. Ne manquez pas ça, restez bien là jusqu'à la fin avec nous. Hey Hugo, ouais. Yacine, il a répété jusqu'à 2h du matin, Yacine. Fais gaffe parce que Nico, il est prêt à lancer l'enregistrement. Il est prêt à récupérer ça. Mais il y a des chances que ce soit la dernière. On verra ça. Alors, on fait du teasing, mais on va revenir tout d'abord dans le contenu du match avant de partir sur les imitations. Donc, je le disais, retour sur terre après les paillettes de mardi soir. Retour aux affaires courantes avec la 25e journée de Ligue 1 à la Beaujoire face au FC Nantes d'Antoine Camboiré. Deuxième défaite donc de la saison, défaite 3-1 du Paris Saint-Germain face aux Canaries. Et donc, une deuxième défaite de la saison Ligue 1. Est-ce que vous vous souvenez, c'était quand la première défaite du Paris Saint-Germain, messieurs? C'était Rennes après City. Ouais, c'était le 3 octobre dernier pour la 9e journée. Paris avait gagné 2-0 contre Manchester City en phase de poule. Donc, c'était déjà après un match de Ligue des Champions. Mais on a l'habitude avec le PSG. En général, ils ont du mal à digérer les après-matchs de Ligue des Champions où il y a eu un beau score et un bon contenu. Et donc, ils avaient perdu 2-0 contre Rennes. Et donc, la deuxième défaite, toujours contre une équipe bretonne, le FC Nantes. Et donc, conséquence au classement, le Paris Saint-Germain a toujours 13 points d'avance pour l'instant, en attendant le match de l'OM qui joue ce soir contre Clermont. Et Nantes, de son côté, avec sa victoire, glisse à la 5e place au classement avec 38 points.
Eux qui sont qualifiés aussi en demi-finale de Coupe de France, ils joueront contre Monaco. Donc, belle saison des Canaries d'Antoine Comboiré. Quand on se rappelle où ils étaient la saison dernière au même stade à lutter pour le maintien, ils font une très belle saison, les Nantais. On va revenir sur ce match. Je vais venir avec toi, Mousse, en premier, parce que tu n'as pas été là depuis plusieurs podcasts. Alors, pour démarrer cette analyse du match, Mousse, tu vas me dire si j'ai la bonne intro. Paris a buté sur une très belle équipe de Nantes, un gigantesque Alban Lafont, avec le pénalty arrêté notamment sur Neymar et beaucoup d'autres arrêts. Il faut donner du crédit à ce qu'ont préparé Antoine Comboiré et sa bande. Mais ce qui est paradoxal dans ces défaites du PSG, ce que je disais avec Yacine tout à l'heure, c'est que malgré la défaite, il y a eu quand même du bonnes choses dans le contenu et que Paris aurait pu remporter ce match. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse, Mousse ? Ah oui, je suis tout à fait d'accord. D'ailleurs, Yacine le répète souvent, et même quand on gagne, toujours regarder d'abord le contenu et après le résultat. Donc, même dans la défaite, il faut garder ça. Et c'est vrai que Paris, alors, t'es suite à un match de Ligue des Champions, avec un peu d'émotion, et ce but à la dernière minute de Kylian Mbappé. Donc, évidemment, c'est toujours un peu délicat les matchs d'après Ligue des Champions. Il faut se remettre dedans, il faut se remettre dans le pain quotidien. Et puis là, c'était face à une très très bonne équipe de Nantes. Pochettino avait décidé de faire tourner. Bon, ça c'est pas choquant après un match de Ligue des Champions. Puis il faut aussi concerner les joueurs que tu as sur le banc, et notamment quelqu'un comme Wijnaldum, même si concernant Wijnaldum, je pense que ça fait un bout de temps qu'il a pas joué, il manque peut-être un peu de rythme, et il est tombé sur une équipe de Nantes qui a mis quand même pas mal d'intensité, pas mal de pression. Donc moi, je suis content d'avoir vu un bon match de Ligue 1 au moins cette saison. On n'en a pas vu beaucoup. Là, c'était un très bon match de Ligue 1, honnêtement, malgré la défaite. Si tu prends tous les tirs cadrés, toutes les occasions qu'a eu Paris, tu peux pas dire que Paris a fait un mauvais match, en tout cas offensivement. Après, Yacine, pour ceux qui ont lu le papier, avait bien expliqué que très rapidement, l'équipe était coupée en deux. Donc, évidemment, défensivement, on a pris quelques bouillons. Et notamment le pauvre Thilo Kehrer, sur lequel on avait tressé quelques louanges pour son début de saison, mais au poste de défenseur central. Malheureusement, il a été remis à droite et ça a été un peu compliqué pour lui hier soir, beaucoup compliqué même. Mais dans l'ensemble, en tout cas, sur la partie offensive, moi, j'ai beaucoup aimé ce PSG avec des phases à une touche de balle, des joueurs qui se trouvaient. Non, c'était pas mal. Franchement, dans le contenu, c'était quand même pas mal. Il y a eu la défaite, on en reparlera, mais le contenu, en tout cas, était pas mal. Tu parlais des données du tableau de bord de ce match, Mousse. Je vais venir vers toi, Yacine. Possession, 72% de possession de balle pour le PSG, 16 tirs à 13 face à Nantes, 9 tirs cadrés contre 7 pour Nantes. Dans les choix aussi de composition de Pochettino, il y avait 6 changements par rapport à mardi. Keylor Navas occupait le poste de gardien de but. Kehrer était à droite. Marquinhos Kimpembe, ça ne change pas dans la défense centrale. Juan Bernat remplaçait Nuno Mendes. Un milieu à 3 avec Wijnaldum, Verratti et Gueye. Donc Wijnaldum et Gueye qui rentraient dans ce 11. Et puis Neymar, première titularisation depuis fin novembre. Donc pas mal de turnover fait par Pochettino. J'ai regardé la composition du Real Madrid hier pour voir un peu les différences, si ça faisait tourner. Ils ont gardé le même 11. C'était le même 11 aligné par Carlo Ancelotti. Bon, évidemment, le PSG a une profondeur de banc peut-être un peu plus grande. Yacine, c'est vrai qu'on a assisté à un beau match de foot hier. C'est assez rare pour le souligner parce que des fois, on a des purges, on a des matchs dans le contenu pas abouti. Hier, il y a eu beaucoup de choses dans ce match, on va y revenir, mais c'est vrai qu'on a vu un beau match de Ligue 1. Ouais, hier, c'était la Bundesliga. Ça a attaqué des deux côtés. Oui, c'était un match vivant, un match spectaculaire. Voilà, c'est vrai que ça change un peu des matchs qu'on a l'habitude de voir en Ligue 1. Alors un peu moins cette année, parce qu'il y a quand même eu des matchs cette année intéressants. Mais le PSG régulièrement, où tu as certaines équipes qui viennent avec le bus, qui attendent. Voilà, là, Nantes est parti dans l'idée de défendre, mais en tout cas de jouer les transitions très vite, de faire mal sur toutes les transitions, et en plus pas d'avoir des transitions à 2 ou 3, c'était parfois à 4, 5, voilà, il y a du monde qui accompagnait. Donc c'était hyper vivant, il y a eu des occasions, il y a eu des buts. Après comme l'a dit Mousse, voilà, quand tu as une équipe coupée en deux, quand tu as une partie de ton équipe qui veut pas défendre du tout, je dis bien du tout, c'est trop dur. C'est trop dur parce que quand on regarde le début de rencontre, on a l'impression que ce PSG avait décidé de nouveau de jouer très haut. Mais pour jouer très haut,
encore une fois, hein, je pense que c'est la configuration qui va le mieux à ce PSG. Mais si au moins 2 sur 3 devant fait les efforts. Le truc, c'est que mercredi, on a dit que Di Maria avait été pas bon, c'était vrai, avec le ballon. Mais par contre, il a empêché les premières relances malgré tout. Et ce travail-là, hier, personne ne l'a fait devant. Donc, ça fait trop de problèmes contre une équipe de Nantes qui cette année joue. Voilà, on a retrouvé un peu Comboiré parce que depuis quelques saisons, c'était pas. Voilà, Comboiré, c'est quand même un entraîneur qui a un discours guerrier, mais qui aime le jeu. Et cette année, on a retrouvé. Et Nantes, honnêtement, ils ont fait quelques bons matchs, ils ont des bons petits joueurs. Et hier, ils ont appuyé sur les faiblesses du PSG et en utilisant parfaitement leurs forces. Voilà, et c'est un problème parce que malgré tout, c'est des lacunes qu'on a déjà vues. Mais en fait, avec la réussite nantaise hier, bah, c'était criant, quoi. J'ai pas donné les buteurs, donc je vais vous les redonner quand même parce que c'était en tout début de match. Nico Kolo-Muani qui marquait dès la 4e minute sur un contre parfaitement orchestré, tout en transition avec en appui Moses Simon et Kolo-Muani qui fait un énorme travail. L'action collective de toute façon de Nantes est magnifique, hein, du départ, que ce soit la récupération dans les pieds de Kylian Mbappé au but de Kolo-Muani, tout est bien joué. Non, par contre, juste sur ce but-là, il y a un nombre de remplacements défectueux incalculable. Hein. De Bernat à Marquinhos en passant par Kimpembe, c'est une catastrophe. Hein. Ouais. Tu parles du premier, Yacine? Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont pas suivis, etc. Ah ouais. Il n'y a pas de couverture, c'est un truc. Un Kimpembe, Marquinhos, ouais, c'est. Mais même Bernat, il reste sur son côté, Oui, c'est vrai. Au lieu de venir fermer à l'intérieur. Enfin bref, il y a une succession de n'importe quoi. Donc il y a ce but de Kolo-Muani. Il y a le deuxième but à la 15e minute, magnifique, de Quentin Merlin, son premier but en Ligue 1 pour le jeune joueur de Nantes de 19 ans, qui met une frappe sublime qui est un peu déviée, donc ça change la trajectoire. Et puis Ludovic Blas qui marque sur penalty après une main de Wijnaldum dans la surface. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure sur l'effet d'arbitrage. Mais Nico, c'est vrai que Nantes a su profiter du fait que Paris jouait haut. C'est vrai que Yacine a raison d'insister là-dessus. Di Maria a fait un gros travail défensif mardi contre le Real, que hier on n'a pas vu évidemment que Neymar, Messi ou Mbappé n'ont pas fait. Et donc ça a permis aux Nantais, avec leur qualité technique, avec les bons joueurs de ballon qu'ils ont, de profiter justement de ces failles. Oui, non mais comme le dit Yacine, de toute façon, quand on a les 3 de devant, c'était que la 8e fois cette saison. À chaque fois, on l'a vu, c'est une équipe qui est coupée en deux. C'est une équipe qui attaque on caricaturait en disant qu'ils attaquaient à 3. Bon, là, c'était pas trop le cas hier parce que il y a quand même eu des mouvements offensifs avec pas mal de joueurs impliqués. C'est vrai que c'était plutôt intéressant. Mais le bénéfice que ça t'apporte par rapport aux difficultés que ça engendre, moi, je pense pas que ce soit quelque chose de viable, en tout cas dans cette configuration tactique-là. Tu ne peux pas, effectivement, même contre Nantes, même en Ligue 1, avoir une équipe qui défend à 7. Alors on va taper sur les latéraux, on va taper sur Kerrer qui a effectivement pris le bouillon, mais tu as une défense qui est exposée, notamment dans les couloirs. Donc c'est très compliqué de défendre quand tu as 3 mecs devant qui te regardent et qui ne font pas les 15, 20 ou 25 mètres qui sont nécessaires quand tu es en train de descendre, de reculer. Donc, il faut exercer un énorme contre-pressing et c'est pas non plus le cas avec ces 3-là. Donc, à l'arrivée, défensivement, je pense que c'est une configuration tactique qui n'a absolument aucun avenir dans les gros matchs. Parce que déjà que ça ne marche pas dans les petits, sans manquer de respect à Nantes, je ne vois pas comment cette configuration tactique-là, on peut se dire que ça peut fonctionner dans des gros matchs. Alors, on va nous dire, ouais, mais dans les gros matchs, Neymar fera les efforts et puis Mbappé aussi. Mais donc, tu vois quand même que ce système est très, très bancal, que tu vas pas avoir naturellement un équilibre qui est quand même nécessaire quand ça va devenir plus difficile. Et donc voilà. Après, moi j'ai quand même du mal à trouver que c'est un bon match du PSG malgré tout ça, parce que quand tu concèdes autant d'actions et que tu peux, honnêtement, hier le PSG peut prendre 5 buts, il n'y a rien à dire. Voilà. Donc à partir du moment où tu peux prendre 4-5 buts dans un match, je vois pas comment on peut dire que c'est bien, qu'il y a des choses positives, parce que pour moi c'est quand même la clé. Et non, pour moi c'est un très très mauvais match du PSG au bout du compte. D'accord. Ils peuvent en mettre 7 ou 8 Paris aussi. Hein. Ouais, mais bon. Si ça va dans l'autre sens, tu vois. Parce que est-ce que Mousse, que pointe Nico du doigt, est-ce que c'est pas aussi dû au fait que le milieu de terrain avait changé par rapport à celui de mardi? Alors
je vais pas dire que Paredes a fait un match stratosphérique contre le Real, c'est pas le cas, mais Danilo avait été très intéressant dans cette couverture. Alors, bien que, voilà, on le dise quand il fait des mauvais matchs, mais en ce moment, il est bon, Danilo Pereira, mais bon, Pochettino a fait tourner hier, pour redonner aussi du temps de jeu à des joueurs comme Wijnaldum qui n'en avait pas depuis un certain temps. Mais hier, il n'a pas été bon, Wijnaldum, que ce soit dans le repli défensif ou dans l'apport offensif. Gay aussi a eu énormément de mal, beaucoup de pertes de balles, de ballons faciles à récupérer par les Nantais. Est-ce que aussi ça a permis de créer ce déséquilibre au milieu de terrain et donc que l'équipe soit coupée en deux, Mousse? Ah, totalement, parce que les deux milieux de terrain étaient en difficulté hier soir, après pour diverses raisons. Gay, depuis son retour de la CAN, n'a pas énormément joué. Wijnaldum, on sait qu'il revient de blessure, et pareil pour lui, il n'a pas eu beaucoup de minutes de jeu ces derniers temps. Il était déjà en difficulté, Wijnaldum, avant sa blessure, même s'il y a eu un ou deux bons matchs, et notamment le dernier en Ligue des Champions, il avait plutôt fait un bon match, mais on l'avait revu aussi en championnat, et c'était toujours aussi délicat. Donc après, moi, ça me dérange pas qu'il fasse tourner Pochettino, parce que tu as un banc, et puis comme je l'ai dit, il faut essayer de concerner un peu tous les joueurs. Mais là, force est de constater qu'hier, en tout cas sur ces deux postes-là, le milieu à 3, à part Verratti qui a encore été bon hier soir, Gay et Wijnaldum, c'était beaucoup trop juste. Et d'ailleurs, Gay, les qualités qu'on lui porte à chaque fois, on les a pas vues hier, notamment dans la récupération, dans l'agressivité. Et puis Wijnaldum, comme d'habitude, comme beaucoup de matchs cette saison, il errait sur le terrain, on ne sait pas trop à quoi il sert. Et donc évidemment que pour filer un petit coup de main à Verratti, c'était un peu plus compliqué, ouais. Donc ouais, sur le milieu, alors c'est peut-être une erreur de Pochettino, il fallait peut-être enchaîner comme le Real avec parce que tu joues maintenant une fois par semaine et que tu as besoin d'enchaîner les matchs. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir fait tourner moi, je veux pas mettre ça sur le compte de Pochettino parce qu'encore une fois, il faut donner du temps de jeu à ces joueurs-là pour pas complètement les perdre jusqu'à la fin de saison. Oui, puis surtout pour t'appuyer, Mousse, l'année dernière, au même stade, Paris n'était pas premier de Ligue 1, courait après Lille, n'était pas, voilà, alors que là, Paris a 13 points d'avance. Donc ça aide aussi Exactement. Pochettino à faire tourner dans ses choix. Si Yacine, clairement fait un exploit, on reste à 13 points devant. Donc voilà. attendant le match de Marseille ce soir, peut-être qu'ils reviendront à 10 points. Nico, Moi, je suis pas d'accord, Mousse, avec toi quand tu dis que au mois de février, fin février, maintenant Pochettino doit concerner tout le monde. Moi, je pense que fin février, ce PSG-là en plus celui-là, quoi, qui a eu. Il doit continuer à concerner tout le monde. Ouais, mais c'est justement. Voilà. Je suis pas d'accord. Moi, je pense que quand on arrive maintenant, quand on attaque les échéances importantes, tu peux faire ça si effectivement tu as une équipe super bien rodée, si tu as un collectif fort et si tout marche. Le PSG cette saison, on n'en est vraiment pas là du tout. On a une équipe qui ne s'est toujours pas trouvée, alors pour plein de raisons, les blessures, les absences, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que justement, là, maintenant, Pochettino, son boulot, c'est de trouver une équipe type, de faire en sorte qu'elle marche très très fort et de la faire progresser match après match. On n'est plus là à tester, toi, je l'ai défendu longtemps, mais toi, Wijnaldum, bon bah voilà, Wijnaldum, cette saison, il ne nous apportera rien. Bon, ça se trouve, il va marquer en finale de la Ligue des Champions, je vais passer pour un gros con, mais je pense que Wijnaldum, cette saison, c'est fini, tu vois. Il est pas bien, ok, tu laisses tomber. Icardi, c'est fini, t'es plus là pour concerner Icardi. Icardi, sa saison elle est terminée depuis longtemps. Draxler, il nous apportera rien, désolé Hugo. Aujourd'hui, tu dois trouver un 11 titulaire et tu dois le faire marcher fort, son 11 titulaire. Et si Pochettino est encore à se dire, bon, allez, je vais concerner tout le monde, bah moi je pense que c'est pas la bonne stratégie, franchement. Icardi, hier, on va même pas en parler, hein, mais il est rentré, il a touché 0 ballon. Je sais pas si vous avez sa fiche, il y a 0 partout, 0 ballon, 0 truc, rien. Voilà, donc je ne peux qu'aller dans ton sens. Et pourtant, il s'est réconcilié avec Vandal. On pourrait croire que. On a vu des photos sur Instagram, parce qu'il avait supprimé son compte Instagram. Bon, on va pas faire les people ici, hein, mais Mauro Icardi est un peu perdu pour le football en ce moment. Mais je valide pour Icardi, mais pas pour Draxler, Nico. Je te l'ai dit. Yacine, par rapport à ce que dit Nico, est-ce que tu es d'accord avec ça? Sur le fait de voir maintenant il faut une équipe type et pas forcément faire tourner? Alors, il y a deux choses. La première, c'est que je comprends ce que dit Nico et il n'a pas forcément tort parce qu'il n'y a qu'un match par semaine. Tu vois, si tu avais des matchs tous les 3 jours, effectivement, ça peut-être jouer. Là, tu n'as qu'un match par semaine. Donc, de toute façon, les joueurs, tu ne vas pas les épuiser. Après, le truc, c'est que le PSG a souvent connu des blessures et le problème, c'est que si tu te coupes un peu de certains, et que tu en as besoin. Regarde, par exemple, hier, Paredes, il est blessé aux adducteurs.
C'est aussi pour ça que le milieu de terrain change. Enfin, c'est une des raisons, c'est pas sûrement pas la seule raison, mais donc je comprends. Après, de toute façon, est-ce que l'équipe type c'est Paredes, Danilo? Parce que le problème, c'est que le match du Real, est-ce que c'est une référence? Est-ce que beaucoup d'équipes jouent comme le Real en Europe? Tu vois, donc je sais pas. J'ai pas forcément d'avis là-dessus. Le seul truc, c'est que effectivement, il y a des joueurs par contre qui, de toute façon, tu les ferais jouer ou pas, ça changera plus rien. Voilà. Par rapport à Wijnaldum, je veux Ouais. ton avis de coach depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, mais même sur le match d'hier, par exemple. C'est vrai que est-ce qu'il faut du coup se dire, comme Nico dit, cette saison ça marchera pas, à voir s'il continue la prochaine, et puis peut-être qu'il aura digéré une saison en France, etc., et ça ira mieux. Parce que c'est vrai qu'on ne retrouve pas les qualités de Wijnaldum au milieu de terrain qui est montré à Liverpool. Alors c'est vrai Oui. qu'il y a une autre animation, d'autres joueurs, etc. Mais maintenant, bon là hier, il y avait quand même du matos pour bien jouer autour de lui. Oui, oui, c'est bien sûr qu'il y avait du matos, mais oui, de toute façon, on l'a pas trop, il n'est pas arrivé. Voilà, c'est aussi simple que ça. On voit bien que dans son rôle, on ne sait pas ce qu'il doit faire, mais même techniquement, quand il a le ballon, on a l'impression d'un joueur qui débute le foot, quoi. Les contrôles, il a du mal c'est pas fluide, il a du mal à enchaîner un contrôle et une passe sans perdre l'équilibre, le ballon lui reste dans les pieds, voilà, ça va pas du tout. Euh, alors, ça peut être une partie Pochettino, évidemment. On l'a expliqué, hein, par rapport au rôle de chacun, etc. À Liverpool, c'était quelque chose de très carré. Même la folie qu'il y avait devant avec Mané, Salah, Firmino, c'était une folie un peu calculée, tu vois. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Les milieux venaient à certains endroits pour accompagner et compenser, etc. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, Wijnaldum, c'est vrai que franchement, il fait de la peine. Il fait de la peine. Mais après, c'est pareil, comment tu l'utilises. Est-ce que il est au bout du rouleau, tellement au bout du rouleau au niveau de la confiance que même ses pieds, il peut plus rien faire avec. Voilà. Pour moi, Et c'est c'est la là où confiance, selon Yacine. Nico, est-ce que Il a clairement un manque de confiance. Pour moi, voilà, oui, il a bien vraiment sûr. perdu confiance et peut-être même un peu de pression parce qu'autour de lui, il y a des joueurs comme Neymar, Messi, Mbappé, et qu'il a peut-être pas l'habitude, lui, il n'a pas eu l'habitude de jouer dans une équipe où tu as autant de stars, entre guillemets. Et ouais, moi, je pense qu'il y a clairement un manque de confiance et je pense, moi, que lui voudra quitter le club en fin de saison parce qu'il est encore jeune, parce que il lui reste encore 3-4 ans de football devant lui. Il y a une Coupe du Monde qui se profile. Ça risque d'être compliqué. La bonne nouvelle, si c'est le cas, c'est que le PSG l'ayant signé gratuit, il lui restera 2 ans de contrat. Tu pourras récupérer de l'argent parce que c'est un joueur qui a une certaine cote, notamment en première ligue. Et puis il y a toujours Barcelone qui peut toujours aussi se positionner parce qu'il avait failli signer à Barcelone l'été dernier. Deux petites stats. Oh, vas-y, Yacine, vas-y, termine, pardon. Non, non, voilà, pour finir, est-ce qu'aujourd'hui tu dois continuer à le faire jouer alors qu'il reste, allez, une quinzaine de matchs, peut-être aller jusqu'à 20 maximum si tu vas jusqu'au bout de la Ligue des Champions, mais pas plus, quoi. En tout cas, oui, on suivra ça, mais encore un match compliqué pour Wijnaldum. Deux petites stats sur le match d'hier, délivré par nos confrères d'Opta. Le PSG n'avait plus été mené par 3 buts d'écart à la mi-temps dans Ligue 1. Vous savez, ça date de quand? Est-ce que vous avez la date? C'était À Nice, non? C'est pas Nice? Non. à l'ancienne. C'est avant QSI de toute façon déjà. Ouais, c'était avant que depuis le 29 octobre 2010, le PSG n'avait pas été mené par 3 buts d'écart à la mi-temps. C'était contre Sochaux. Et il y avait 3-0 également à la mi-temps et le score final, il y avait eu 3-1 pour le FC Sochaux-Montbéliard. Mais voilà, ça remonte quand même à il y a 12 ans. Hein, pour retrouver trace des 3 buts comme ça marqués à la mi-temps au PSG. Donc c'est quand même une stat importante, je vais vous la donner. Et puis Paris, qui n'a remporté que 3 de ses 9 derniers déplacements aussi en Ligue 1, 4 nuls et 2 défaites après s'être imposé lors de 11 des 12 précédents. Donc voilà aussi le PSG qui a du mal à l'extérieur, qui cale dans ses rendez-vous à l'extérieur. De quoi je voulais parler avec vous? Oui, je voulais parler avec vous aussi, après avoir fait un petit peu le point sur le match, de Keylor Navas. Pourquoi je veux parler de Keylor Navas? Parce que hier, donc, il était titularisé dans les cages. C'est Donnarumma qui était dans les buts face au Real Madrid. Nico, dans le match qu'a fait Keylor Navas, dans ses 1 contre 1, dans les buts qu'il a concédés, est-ce que parce que j'ai vu pas mal aussi de réactions dessus hier, est-ce qu'on sent que Keylor Navas, là, il a compris que ça y est, il était numéro 2 dans la tête de Pochettino
et qu'il ne jouerait pas le match retour face au Real et qu'il était bon jusqu'à la fin de saison à jouer les matchs de Ligue 1 sans trop d'importance. Alors, je sais pas s'il l'a compris, si c'est comme ça qu'il est en train de vivre la situation. En tout cas, ce qui est assez flagrant, je trouve, c'est que visuellement déjà, alors je sais pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'il prend moins de place aujourd'hui qu'il n'en prenait il y a quelques temps. Tu vois la différence vraiment avec Donnarumma, qui pour le coup, alors bon, déjà il y a le physique effectivement, mais voilà, Donnarumma dégage aujourd'hui quelque chose. Je trouve que le rapport de force a vraiment changé depuis. Ça date pas de là, hein, ça fait plusieurs semaines, hein, même peut-être même plusieurs mois. On l'avait déjà vu que c'était au match aller, je crois qu'il a expulsé Navas. Il y avait eu la faute de main à Lens également. Il a une saison plus difficile. Donnarumma, lui, n'a pas fait d'erreur. Et puis surtout, même si les buts qu'il prend hier de Navas, tu peux pas enfin voilà, c'est le penalty, c'est bon, il y a pas grand chose à dire. La frappe, elle vient de nulle part. Et puis le premier but, bon, c'est pas non plus une erreur de Navas, mais tu sens qu'il est plus en condition pour faire l'arrêt que tu n'attends pas. Alors que Donnarumma, lui, il le fait. Je pense à Brest notamment, où Donnarumma fait un arrêt monstrueux. Voilà, ça a clairement changé. Après, dire que c'est validé par le staff, on va devoir attendre le match contre Madrid. Mais aujourd'hui, je suis Pochettino et si je suis la logique sportive et de ce que je vois, en tout cas de ce que nous on voit, évidemment que je mets Donnarumma titulaire à Madrid dans 15 jours parce que voilà, le rapport de force a changé. Puis je te dis, c'est surtout visuellement. Moi, je trouve que Navas est devenu plus petit visuellement, quoi. Voilà, je trouve que c'est devenu un gardien ordinaire. Là où il ne l'était pas l'an dernier, et là où Donnarumma surtout ne l'est pas du tout, quoi. Pour moi, il y a plus de débat. Mais après, je suis pas très objectif parce que pour moi, il n'y avait pas non plus de débat au mois de septembre, quoi. Pour moi, Donnarumma aurait dû être, était le numéro 1 incontestable dès son arrivée. Par rapport à ce qu'a fait Navas, je comprends qu'il y a eu cette situation toute la saison, mais la même chose, tu vois, comme je te disais qu'il fallait maintenant aller choisir l'équipe type et arrêter de faire de trop tourner. Je pense que pour le bien du PSG, il faudrait que Donnarumma maintenant prenne la place dans le but du PSG jusqu'à la fin de la saison. Mousse, toi, je sais que tu étais plutôt d'avis d'avoir, cette alternance et que tu aimes bien Keylor Navas et que c'était pas forcément décidé comme Nico, lui, dans ta tête, que c'était Donnarumma qui devait s'imposer et jouer tous les matchs à son arrivée l'été dernier, avec un statut de meilleur joueur de l'Euro et après avoir remporté l'Euro avec l'Italie. Est-ce que toi aussi, tu sens visuellement et dans l'attitude, dans ce qu'il dégage, que Keylor Navas n'est plus autant en confiance, ou en tout cas peut-être, je sais pas, je vais pas dire désiré, parce que tous les joueurs veulent jouer évidemment. Il n'y a pas on boycotte Keylor Navas et on l'aide pas sur les situations défensives, mais on le sent avec moins d'aura, on va dire, peut-être un peu moins d'aura. Ouais, c'est clair, comme l'a dit Nico, c'est même visible. Après, je pense que je sais pas si c'est une question de confiance. Je pense qu'il vit plus mal la concurrence que Donnarumma. Je pense que c'est surtout ça. Parce qu'il sent que Pochettino a une préférence, je pense. Bah, il sent surtout que il y a une différence d'âge. Il sent que l'avenir c'est Donnarumma. Donnarumma dans sa position, tu l'entends pas beaucoup parce que lui quand il arrive, il sait qu'il y a Keylor Navas. Il sait que ça fait 2 ans qu'il est là, qu'il a fait plutôt deux très bonnes saisons Navas depuis qu'il est au PSG. Donc Donnarumma, il vient en sachant qu'il y aura une concurrence, mais en sachant aussi qu'à la fin de saison, c'est lui, enfin ce sera le gardien titulaire début de saison prochaine. Et donc il le vit beaucoup plus sereinement que Navas. Navas, non seulement il est moins performant, il encaisse plus de buts que Donnarumma. Donc c'est un peu le même schéma que l'attaquant qui marque pas et qui est en concurrence avec l'attaquant qui arrête pas de marquer. Ben, les gardiens, t'as un gardien qui est décisif. Et puis t'as Keylor Navas à côté, qui l'était, mais qui l'est beaucoup moins, et qui voit un jeune gardien champion d'Europe lui damer le pion parce que tout simplement il est meilleur. Et peut-être aussi que Donnarumma face aux attaquants, il est beaucoup plus impressionnant que Keylor Navas. Moi, c'est vrai que je voulais qu'on continue avec Navas en début de saison parce que je voulais pas jeter à la poubelle les 2 ans parce qu'en Ligue des Champions, il nous a sorti des matchs extraordinaires. Keylor Navas, c'est un très très grand gardien. Là, je te dis honnêtement, je commence un petit peu à changer d'avis et je rejoins un peu Nico. Par contre, je pense, moi, que malgré tout ça, Pochettino va continuer l'alternance et je pense qu'il peut pas priver Navas d'un retour au Bernabéu parce que si tu empêches Navas, enfin si tu le mets remplaçant au Bernabéu, je pense que dans le vestiaire après ça va être difficile à gérer. Donc malgré tout, je pense quand même qu'il mettra Navas parce que c'est un ancien du Real, parce qu'il sait que c'est important pour lui de rejouer au Bernabéu, etc. Donc voilà. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, Mousse, parce qu'on en avait parlé Yacine en off.
et on avait discuté du fait quel gardien Pochettino va mettre cette semaine au match aller au Parc des Princes contre le Real, et quel gardien il mettrait au retour. Et Yacine m'avait dit que ça serait plus intéressant de mettre Donnarumma mardi, parce que Paris allait avoir le ballon et donc évoluer un peu plus haut sur le terrain par rapport à gérer la profondeur et les possibles situations de contre, et que Donnarumma est un gardien qui sait s'avancer, sortir un peu de sa surface et anticiper. Et puis aussi, il a un meilleur jeu au pied, donc pour pouvoir sortir, c'est intéressant. Et que pour le match retour au Santiago Bernabéu, Paris va peut-être plus subir, et donc Keylor Navas, qui est très bon sur sa ligne, qui a d'excellents réflexes, peut-être serait plus intéressant. Yacine, est-ce que tu es toujours sur cette position-là, accompagner ce que dit Mousse par rapport à tout ce qui est lié à son ancien club, etc., le fait de rejouer au Santiago Bernabéu, ou tu es plutôt de l'avis de Nico, dire maintenant il faut plus faire dans les sentiments, et Donnarumma est meilleur, donc on met Donnarumma? En fait, je suis de l'avis des deux. C'est-à-dire que si je me positionne, je suis ce que dit Nico, mais si j'essaye de me mettre à la place de Pochettino et sa gestion. Ouais, tu réfléchis en tant que coach. Là. Voilà. Si je me mets à la place de Pochettino, par contre, et sa réflexion, son discours depuis le début de l'année, je pense qu'il continuera l'alternance. En tout cas, sur ce match-là, encore. Ouais. On l'avait dit, de toute façon, quand on l'a répété, depuis le début de saison, on avait dit jusqu'à décembre, ça va tenir. À partir de janvier-février, à un moment donné, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que tu joues un match, ou deux matchs. Avant, c'était 2 matchs. Maintenant, avec un match par semaine, tu joues plus qu'un match. Donc, tu joues un match. Après, tu changes de gardien. Les gardiens, ils n'ont pas vraiment l'habitude, le temps de prendre de vrais repères. Ils sont en concurrence. Il fallait bien qu'il y en ait un qui le vive plus mal que l'autre. Et c'était logique, en fait, que ce soit Navas. Puisque c'est lui qui était installé. Alors que l'autre arrive au départ, quand il y a les premières discussions, il vient pour être numéro 2 et s'installer au PSG tranquillement. Il se retrouve à jouer la moitié des matchs et à jouer carrément les matchs de Ligue des Champions importants. Donc, lui, il est en position de force. Il sait que l'avenir, c'est lui. Il sait que cette saison, c'est du bonus. Parce que même nous, ici, on avait dit que s'il devait y avoir un peu de rotation, on imaginait au départ Donnarumma en Ligue 1 et Navas en Ligue des Champions plus tôt. Voilà. À l'arrivée, pour l'instant, Donnarumma, il a un match d'avance sur Navas, en tout cas en Ligue des Champions, depuis mardi. Donc voilà, et effectivement, Donnarumma, il correspond plus au gardien du football moderne par son jeu au pied. On n'en a pas beaucoup parlé mercredi dans le podcast, mais il y a eu des moments où il a pris des risques dans la relance, sur les quelques pressings madrilènes, et il n'a pas hésité à effacer un joueur pour venir chercher à l'intérieur. Il n'a pas dégagé le ballon pour le dégager. Hier, Navas, à un moment donné, fait une sortie en dehors de sa surface. J'étais un peu à Poula Edel, un peu Mikel Landreau, je ne savais pas trop. C'est gratuit. T'aimes bien de faire les anciens du club, toi. Certains, ouais. C'était Pancrate mercredi. Pancrate, je me suis excusé. Je me suis excusé parce que c'était sorti comme ça. Bref. Donc voilà, on voit qu'il vit mal. Tu vois, par exemple, quand il avait pris le but à Lens, on avait hésité à dire est-ce que il est pas fébrile, mais est-ce que la concurrence le gêne? Bon, derrière, ça a été. Mais finalement, on se rend compte que sur la durée, oui, je pense que la concurrence, lui, la vit mal. Surtout qu'en plus, on voit les différentes déclarations qu'a donné Donnarumma depuis qu'il est arrivé au PSG. À chaque fois, il insiste bien sur le fait on m'a dit que je jouerais numéro 1. Je sais que, au bout du compte, au fur et à mesure du temps qui passe, je vais m'imposer en tant que numéro 1. Donc lui, avec ces déclarations-là, Navas, il n'est pas fou, il le sait que Donnarumma, on lui a dit tu seras numéro 1 et que donc Navas va partir bientôt. Mousse, oui. Oui, juste un dernier mot. Et est-ce que Pochettino peut se passer aussi de Navas pour ce 8e de finale retour? Navas connaît très très bien l'effectif. Si tu as par exemple si tu as un 0 pour Madrid, tu as les prolongations pour les tirs au but, peut-être que Navas, qui connaît très très bien, que ce soit Benzema et tout le reste de l'équipe. Donc voilà, est-ce que aussi, pour un match aussi important, tu peux te passer d'un joueur qui connaît parfaitement l'effectif qui est en face, qui les a fréquentés pendant des années, qui a remporté des Ligues des Champions avec eux? C'est la question aussi qu'on peut se poser. Est-ce que Pochettino peut se passer de ça? Quand on voit le match aller, oui, déjà. Oui, parce que peut-être qu'il a choisi, parce que le match retour, c'est le match qui est décisif, Yacine, tu vois. Il a peut-être choisi, c'est un calcul, en fait. Non seulement tu mets, parce que tu joues à domicile, tu mets Donnarumma, et puis au match retour, tu laisses Navas, parce que c'est un retour dans son ancien stade, plus le fait qu'ils connaissent aussi les joueurs.
Et voilà, ça peut aussi être une arme supplémentaire pour Pochettino. Ouais, mais moi je pense pas que ce soit. Je pense que c'est plus vraiment tactique. C'est pas. Je pense pas que ce soit une question de connaître les joueurs. Maintenant, encore une fois, hein, c'est mon avis, mon ressenti aujourd'hui par rapport aux prestations de Navas. On n'est pas à l'abri que ce soit Donnarumma au match retour, vraiment. Le truc, c'est que la réflexion, pour moi, elle sera pas sur il connaît les joueurs et tout. Elle sera sur si je le mets pas là, je pense que je le perds définitivement. Et oui, c'est ce que j'avais dit avant. Oui, bien voilà. sûr. Et le problème, c'est que si, ça peut arriver, hein, Donnarumma a une douleur musculaire, il ne peut pas jouer un gros match, et que tu as perdu Navas dans sa tête, voilà. Il reste le Tellier. Elle va poser problème. Mais du coup, il faut. Hein? Il faut. Nico, Non, il y a Mousse qui parlait de Letellier, c'est pour ça. Je vais pas te laisser faire ça, Mousse, c'est pas possible. Perdre Navas, moi je l'entends bien votre truc, mais ils font comment tous les autres clubs avec des titulaires qui tournent très peu et quand il y a des blessés, bah, les mecs ils sont payés pour les remplacer, tu vois. Navas, il y a un moment où il connaît bien, je pense, au milieu du foot, c'est plus un jeune premier. Je pense qu'il a conscience de la situation. Il sait effectivement que Donnarumma a été recruté pour devenir le numéro 1 du PSG. Tout ça, c'est très clair. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a juste un moment où moi je pense que le choix de Pochettino, il doit être fait en fonction du niveau et puis de la confiance du moment. Aujourd'hui, alors oui, j'entends quand tu dis Mousse que Navas connaît bien les joueurs madrilènes et qu'en cas de penalty, ça pourrait être intéressant. Je vais juste te répondre qu'aujourd'hui, les staffs de grands clubs, bah, y a quelqu'un qui décortique, je pense, les 10 dernières années des penalties du Real Madrid et que donc si jamais il y avait une séance de péno avec Donnarumma, il serait aussi bien informé que ne le serait Navas. Donc pour moi, ça, c'est pas un bon argument. Et après, encore une fois, aujourd'hui, pour moi, le seul argument valable, c'est pas de se dire est-ce que je vais perdre Navas, est-ce que le vestiaire qui l'aime bien va pas apprécier. Non, le vestiaire, il va apprécier de jouer avec le meilleur gardien du moment. Et le meilleur gardien du moment, aujourd'hui, c'est Donnarumma. Voilà. Sauf que Nico, moi je suis d'accord avec toi, Nico, mais c'est Pochettino dès le début de saison qui choisit l'alternance. Donc lui, il met ça en place dès le début. S'il choisit pas dès le début, c'est que ça l'emmerde de trancher et qu'il n'a pas envie de se créer un problème avec Navas. Parce que Navas, c'est un genre de caractère. Hein. C'est pas un gentil petit gars qui reste dans son coin. S'il doit ouvrir sa gueule, il va l'ouvrir. On se rappelle de l'embrouille avec Leonardo. C'est lui qui était devant. C'est lui qui s'est embrouillé avec le directeur sportif. Moi, je te dis que Pochettino, il n'a pas voulu s'emmerder. Il n'a pas pris de risques. Il a fait une alternance. Comme ça, il n'y a personne qui vient se plaindre à ses oreilles. Et moi, je suis quasiment persuadé que Navas jouera, même si je suis d'accord, hein. Pour moi, Donnarumma, il est clairement passé devant Navas. Mais je ne comprendrais pas, ça serait illogique qu'il mette Donnarumma, qu'il arrête l'alternance en huitième de finale. Ça me paraît très bizarre. Il a toujours dit qu'il mettait de l'alternance pour le moment, en attendant de décider si jamais il voyait qu'il y en avait un des deux qui prenait le dessus sur l'autre. Ça a été clair dès le départ. Et aujourd'hui, moi, je veux bien tout entendre hein, sur le poids de Navas dans le vestiaire, sur le fait que si jamais il joue plus, ça va peut-être créer des tensions. Moi, je pense que le joueur du PSG, il va gagner la Ligue des Champions. Si demain tu leur expliques que c'est avec Donnarumma qu'ils ont plus de chances de le faire, bah tout Navas qu'il est, bah il aura pas. Enfin, toi, il y a un moment où il va falloir quand même juste se comporter comme un club de foot. Et puis, et Pochettino qui veut pas s'emmerder à faire un choix, c'est pareil. Merde quoi. À 9 millions par an, tu peux prendre un choix à un moment, tu vois. Il est payé pour faire des choix, justement. Donc, s'il n'est pas capable de se rendre compte qu'il a un meilleur gardien que l'autre, qu'il y en a un qui est un peu dans le trou, et que monsieur ne veut pas avoir une réunion dans son bureau une fois par semaine parce que Navas veut jouer, putain, bah merde, quoi. On va où, quoi? Parce que Icardi aussi, dans ce cas-là, il faut le faire de l'alternance, tu vois. Icardi, il est apprécié, il organise des barbecues toutes les semaines, donc c'est-à-dire qu'il faut faire jouer Icardi. Et Herrera aussi, il est apprécié. Donc, si on fait jouer tous les mecs appréciés, on est vraiment dans la merde, quoi. La différence, c'est qu'Icardi ne veut pas forcément jouer. C'est ça. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que la maladie de Nico est en train d'être vaincue, il va beaucoup mieux. Quand il parle du PSG, ça revient, etc. Là, on sent qu'il est bien là. Il a la température, bon, elle a peut-être remonté un peu, mais il va mieux. Il va mieux, l'ami Nico. Moi, j'ai vu du Yacine dans la réponse de. Alors, c'est pas dégueulasse, mais c'est merde. Merde, quoi. Bon, en tout cas, non, c'est bien. T'es en forme, Nico, t'es en forme. Voilà, c'est bien sur le débat Keylor Navas. Je pensais pas que ça allait aller mais c'était le but, voilà, quand on parle de son statut aussi, du fait de la concurrence avec Donnarumma. Passons à la triplette offensive de devant côté PSG hier, la MLM.
voilà, ça fait longtemps qu'on les avait pas vus tous les trois jouer ensemble, puisque Messi a le Covid, Neymar était blessé, etc. Heureusement Kylian Mbappé assurait le coup physiquement. Mais comment juger la MNM hier, Yacine? Neuvième fois qu'ils jouent ensemble, ils sont les trois sur le terrain depuis le début de saison sur 36 possibilités. Neymar a marqué en début de deuxième période et a permis de relancer un peu aussi le match côté PSG. Il a été plutôt intéressant, je trouve, Neymar hier dans sa titularisation. Messi aussi n'a pas fait avant. Et je sais que Messi en ce moment, ça cristallise énormément de débats sur est-ce qu'il fait des bons matchs, est-ce qu'il mérite d'avoir 5 dans l'équipe, d'avoir 6, d'avoir 3, etc. Yacine, dis-nous ce que tu as pensé du match des trois devant, évidemment lié aussi au collectif et au milieu de terrain parisien. Alors, c'est bizarre parce qu'en fait, dans l'animation offensive, il y a eu des choses très intéressantes. Et si vous vous rappelez bien, la meilleure première mi-temps du PSG cette saison, c'était déjà contre Nantes, au match aller. Les trois de devant, où ça avait combiné de folie et où encore là aussi, tu pouvais mener 4-0 à la mi-temps. Et je crois qu'il y avait 1-0. Voilà. Donc en fait, c'est à chaque fois contre Nantes que les trois sont là et les trois se trouvent plutôt bien. Moi, je trouve qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes dans l'animation offensive avec le ballon. Ça a lâché le ballon plutôt vite. Ça a essayé de combiner les courses, de s'adapter les uns aux autres. Et même, en plus, alors évidemment moins qu'Herrera, mais c'est logique par son profil, mais on voit bien quand même que quand il y a Bernat, offensivement, et Neymar, il y a quand même une relation entre les deux qui existe depuis un certain temps. Dès le premier ballon, tu vois que voilà, Bernat, tu as l'impression que Neymar, il sait que Bernat va le faire, il le sent, il le voit même pas, il met un ballon, l'autre il se retrouve devant la fond. Donc il y a ça qui était hyper intéressant. Après, il y a évidemment le manque de repli défensif. Et c'est un problème parce que en fait, tu peux pas jouer que quand tu as le ballon. On est quand même on n'est plus dans le football des années 80 où le numéro 10 il défend pas, il tacle pas, voilà, tranquille, c'est le capitaine, il tire les coups francs, les pénaltys, et puis on lui donne le ballon, c'est l'organisateur, mais surtout il défend pas. Mais on n'est plus dans ce football là, donc tu parles de Platini là? Oui, Platini, mais il y en a eu plein. Et donc, à un moment donné, tu dois participer, encore une fois, comme je le répète souvent, on ne leur demande pas de défendre comme des numéros 6. On ne leur demande pas de défendre, de tacler, etc. On leur demande au moins de se mettre en opposition pour gêner la première relance adverse et permettre à ton équipe de rester en place. Voilà. Mais ça, ils ne le font pas. Donc, oui, l'animation offensive, elle est bonne, mais comme le football, c'est pas que ça, c'est un problème. Alors, évidemment, en plus, hier, tu y ajoutes le manque d'efficacité, parce que Lafont, il fait quelques beaux arrêts, mais il y a quand même des situations où c'est eux qui lui donnent l'occasion de faire l'arrêt. La frappe de Neymar, elle est plein axe. Le penalty. Ils ont quand même un 3 contre 1 à jouer face à Palois. Ils sont tout seuls, il n'y a personne, il n'y a pas de défenseur. Il n'y a que Lafont qui sort. Ouais. Il lui tire dessus. T'as Mbappé quand il frappe au-dessus. T'as le penalty. Bon. Ça va en reparler du penalty. Parce que c'est vrai que quand Neymar il le met, il les tire tellement bien, c'est magnifique. Mais quand il le loupe, tu passes pour un con quand même. Parce que la frappe, elle est toute lente à 2 à l'heure. Et au final, là, Lafont a bien joué le coup. Oui, c'est clair. Donc, voilà, écoute, il y a quelque chose quand même. Quand il y a les trois, offensivement, il se passe quelque chose. Maintenant, tu ne peux pas compter que là-dessus. D'ailleurs, comme par hasard, ce matin, les journaux espagnols, ils s'en sont donnés à cœur joie pour dire qu'il y a la place, pour dire que cette équipe, elle peut se faire ouvrir, etc., que c'est une leçon pour Ancelotti. Donc voilà, tu donnes encore des éléments pour te raconter cette fameuse fausse histoire de remontada de merde. Donc voilà, à un moment donné, c'est pas possible de jouer comme ça. Et la dernière chose, sur le fameux débat Messi, les mecs, ils te disent, est-ce que si c'est un autre joueur qui fait ce match-là, on trouve que c'est un bon match? Les gars, juste une chose. Quand vous dites ça, c'est la pire défense que vous pouvez faire. Ça veut dire que vous considérez que Messi, c'est Herrera, quoi. Est-ce que si c'est Herrera qui fait ce match-là, on dit que c'est un bon match? Mais c'est une blague ou quoi, cette défense? Mais évidemment que Messi, il a trop de déchets. Et encore hier, il y a beaucoup de déchets, même si il crée un peu plus d'occasions que sur les derniers matchs. Et il fait la passe. Et il fait hier, en fait, Yacine, c'est qu'il a délivré Messi.
sa 4e passe décisive avec Paris en Ligue 1 en 2022, plus que tout autre joueur dans les 5 grands championnats cette année. Ben voilà alors. Et alors, comment vous pouvez critiquer le génie du football, l'extraterrestre? Attends, il a les plus belles stats de 2022. J'ai fait exprès évidemment de noter cette stat parce que je savais que ça allait faire agir. Mais voilà, Mousse, l'idée n'est pas de dire que Messi a été nul à chier ou a été magnifique, excellent, mais de jouer son match correctement. Et hier, il a créé des situations, il a eu quelques très bien sentis, il a eu des occasions. Mais à l'image des 3 devant, ils ont buté aussi sur une défense nantaise et sur un très très bon Alban Lafont qui a sorti parade. Alors Nico apparemment n'est pas d'accord. Je pense qu'il va dire que c'est les frappes qui sont pas terribles plutôt que les arrêts qui sont bons. Mais je te laisse réagir, moi, si je viendrai te voir après, Nico. Sur le trio offensif. Sur la trio offensif. Parce que c'est vrai que c'est que la 9e fois qu'on les voit ensemble. Donc, pour les juger aussi, il faut un peu de continuité. Donc, c'est aussi, ça faut aussi prendre en compte dans l'analyse. Non, moi, concernant Messi, en tout cas, je l'ai trouvé un peu mieux hier, un peu mieux. Dans les intentions de jeu, c'est toujours, voilà, il joue simplement. Il joue en une touche de balle. Donc, évidemment, il y a encore beaucoup de déchets techniques, beaucoup de pertes de balles, ça c'est vrai. Mais dans sa relation avec Neymar et Mbappé, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux. Notamment avec Neymar, j'ai vu 2-3 mouvements qui étaient très intéressants. Après, bon, sur la partie défensive, c'est le Messi, voilà, c'est le Messi du Barça, c'est le Messi du début de saison du PSG. Là-dessus, je pense qu'il changera jamais. Mbappé, moi, j'ai trouvé comme d'habitude, quoi. Très virevoltant, il s'est créé un nombre d'occasions incroyables. Alors évidemment, parfois des mauvais choix, et je suis d'accord avec Nico, parfois c'est vrai qu'il tire sur le gardien. Donc après, évidemment, on va pas dire que Lafont n'a pas fait un bon match, hein, mais c'est vrai que parfois aussi les tirs, que ce soit Neymar, il y a Gay qui a raté un face à face, Mbappé 2-3-4 il me semble, et Neymar aussi. Mais sinon, celui qui m'a déçu, mais sur la partie défensive, c'était plutôt Neymar qui ces derniers temps faisait les efforts. Il vient de revenir. Là hier, on l'a pas vu du tout. Et Mbappé un peu moins que d'habitude aussi, ça je suis d'accord. Mais en tout cas sur la partie offensive, sur la partie complémentarité des 3 joueurs, c'est quand même beaucoup mieux que la première fois qu'on les a vus. Et je pense que ça monte un peu crescendo. Ça laisse quelques espoirs aussi pour le match retour à Madrid. Je pense que ça va aller de mieux en mieux. Encore une fois, il y a eu la défaite, mais dans le jeu, c'était quand même mieux que ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc voilà, déçu évidemment comme mes 2 camarades sur la partie repli défensif et les efforts qu'ils n'ont pas fait hier. Parce que ça aurait pu. Et pour moi aussi, et je donne la parole à Nico, le tournant du match, c'est quand même aussi le penalty raté de Neymar. Parce que quand tu reviens à 3-1 en début de seconde période, tu commences à mettre le doute dans la tête des Nantais. Et je pense que si Neymar ne rate pas le penalty, et si tu reviens à 3-2, je pense que c'est le tournant du match. Et je suis pas sûr qu'après Nantes, je suis pas sûr que Nantes fait les mêmes matchs à 3-2. Si on met le penalty, d'autant plus que Paris continue à attaquer derrière. Donc voilà. Penalty, c'était à la 59e minute que Neymar loupe ce penalty. Et si tu mènes 3-2 à la 59e, tu vois, c'est pas le même match, je pense. Et petite stat sur Neymar, il a échoué à convertir 2 de ses 3 derniers penaltys en Ligue 1, c'est plus que lors de ses 19 premiers. Et autre stat sur Neymar, il a inscrit son 60e but en Ligue 1 pour sa 81e apparition dans l'élite. Seul Zlatan Ibrahimovic a mis moins de matchs à atteindre ce total de buts au XXIe siècle. Voilà. Après, Yacine me disait hier qu'il le tire comme d'habitude, c'est juste Lafont qui n'a pas bougé et qui a plongé au dernier moment. Il faut quand même reconnaître que même s'il tire, c'est vrai, souvent comme ça, mais là, il y avait encore un peu moins de puissance que d'habitude, et là, c'est carrément une passe qu'il lui fait, quoi. C'est quand même très mal tiré. Je suis pas sûr que d'habitude j'ai plus de puissance que ça. Ils sont jamais très très forts. Tu vois, il a qu'à se baisser pour arrêter le ballon, quoi. Tu vois, je sais pas. Alors, j'ai trouvé très mal tiré. Juste sur le penalty, le truc c'est que il y avait eu un truc sur Canal+ là avec Landreau qui avait expliqué, et il avait bien expliqué que quand le gardien bouge pas, en fait, il frappe un peu plus fort et il ferme son pied. Et là hier, le gardien bouge pas et il ouvre son pied et frappe tout doucement, parce qu'en fait la non-puissance qu'il met hier, c'est celle qu'il met d'habitude, mais quand le gardien est déjà parti. Ouais, exactement. Et là, en fait, par contre, je pense que honnêtement, ce qu'a fait Lafont, c'est facile de dire là, mais peut-être que ça peut avoir une influence maintenant sur la suite. Parce que tu sais que quand tu pars pas, vraiment, tu le mets en difficulté. Non, Nico. Il va falloir changer de façon de tirer.
Ouais, non, mais c'est vrai. Et Lafont a très bien joué le coup et surtout, en fait, a anticipé sur le fait que Neymar, d'habitude, attende que le gardien un peu à gauche, à droite pour prendre sa décision. Nico, sur la MNM, sur les occasions manquées, sur tout ce on développe depuis tout à l'heure avec Yacine Mousse, quel est ton avis? Mon avis, c'est que heureusement que quand tu as 3 joueurs comme ça face à Nantes, ils sont capables de combiner entre eux. Donc on est en train de s'extasier puisqu'ils ont fait, 3 combinaisons à une touche de balle. Bravo. Enfin, super. Je suis content pour eux. Décidément. Non, mais moi, je suis content qu'ils fassent les couillons à 25 mètres du but, qu'ils fassent des dédoublements, des 1-2, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi un moment où on leur demande d'être efficaces. Et hier, l'efficacité, c'est le gros pointeur de leur association hier. C'est que tu peux pas manquer autant d'occasions. Et surtout comme ça. Alors moi, je veux bien, encore une fois, que Lafont fasse. Il ait eu son 10 dans l'équipe aujourd'hui parce qu'il fait des arrêts. Et oui, les arrêts y sont. Mais honnêtement, il fait pas non plus des arrêts de dingue sur la plupart des frappes, quoi. Comme le dit Yacine, quand tu regardes la frappe sur Mbappé, il lui tire dessus. La frappe de Neymar, c'est pareil, c'est sur lui. Bernat lui tire dessus. Alors il est bien placé, on peut rien dire. Il est bien placé, il fait les arrêts, bravo à lui. C'est pas pour sous-estimer ça, mais tu dois marquer beaucoup plus de buts. Voilà, c'est juste pas possible de manquer autant. Messi qui rate un face-à-face depuis qu'il est enfant, c'est que ça. Il rate tous les face-à-face, Messi. Ouais. C'est devenu, je sais pas, les gardiens français, soit alors les cages sont plus petites, soit les gardiens français sont plus gros, mais le mec en Espagne, il te mettait tous ses face-à-face, depuis qu'il est en France, il en met plus un, quoi. C'est quand même hallucinant, quoi. Donc de ce point de vue-là, moi, voilà, j'attends beaucoup plus. Après, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas que cette association à 3 en ligne devant comme ça puisse fonctionner sur le long terme, parce que ça te met trop de déséquilibre dans ton équipe. Donc oui, ben voilà, ils arrivent à combiner. C'est vrai que c'est beau, c'est sympa à voir, mais pour moi c'est pas un point positif parce que ça t'amène moins de bonnes choses que de problèmes à l'arrivée. Donc pour moi c'est un souci. Juste un dernier mot sur le penalty de Neymar. Le seul dont jamais il en avait raté un, je sais plus contre qui. Je pense que c'était contre Brest qui rate, mais c'était il y a longtemps. Non, quand le gardien il se met, tu sais, un peu, c'était l'année dernière, je crois. Parce que moi j'ai souvenir quand il fait contre le poteau, il tire sur le poteau, c'est dans quel match? C'est Brest? Ouais. Parce qu'en fait généralement c'est ça. Il expliquait d'ailleurs justement, apparaît dans le document de Landreau, c'est que quand le gardien bouge pas, généralement effectivement il va chercher un petit filet en frappant plus fort. C'est vrai qu'hier, je sais pas ce qu'il fout. Hier il a bugué, quoi. Donc bon, après, mais je vais même pas juger le match de Neymar par rapport à ça, parce que c'est comme je l'avais dit avec Messi mardi soir, voilà, les pénaltys, il y a Saint-Étienne, le poteau, et Brest à côté. Saint-Étienne le poteau, voilà, c'est ça. Ouais. Et en fait, voilà, le penalty, ça fait partie du jeu, c'est un duel avec un gardien, et c'est vrai que le fait que Lafont bouge pas, c'est ce qu'il faut faire contre Neymar, on sait. Mais après, tu vois, à contrario, un gardien qui bouge pas, qui anticipe pas, si tu as un bon tireur de penalty, tu mets une frappe un tout petit peu tendue près du poteau, c'est inarrêtable. Donc d'un autre côté, si les gardiens décident de ne pas bouger, je pense que Neymar sera suffisamment intelligent pour adapter sa technique de but et ça devrait pas être trop préjudiciable. Donc voilà. Mais voilà, donc pour conclure sur ce trio, moi je vais vous le dire très franchement, je ne souhaite pas le revoir dans les grands matchs, du moins dans ce dispositif-là. C'est-à-dire que si tu n'inclus pas un des 3 au milieu de terrain, et le seul que tu peux inclure en fait c'est Neymar, je ne souhaite pas avoir ce système à 3 devant, avec ces 3-là dans des gros matchs contre City, le Bayern, parce que je reste persuadé que ça ne peut pas marcher. Donc on met qui sur le banc alors? Non, je te dis, moi je change de dispositif tactique. Je le réclame depuis longtemps et je fais descendre Messi dans un milieu à 5, dans un 3. Pour moi, c'est le 3-5-2 qui peut convenir à ces 3-là. C'est-à-dire que tu mets Messi dans l'axe ou milieu, mais tu mets les 3 dans l'axe, mais t'en mets un des 3 dans un milieu de terrain plus bas. Parce que les 3 de devant, avec la nécessité d'aller faire un contre-pressing, ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher. Mousse. Oui, non, j'ai juste parlé de la hiérarchie des tireurs, que ce soit coup franc ou penalty. On a vu en Ligue des Champions que c'était Messi qui avait pris le penalty. Neymar n'était pas titulaire. Hier soir, Neymar était titulaire. Alors, je ne sais pas si c'est des politesses qui se font entre eux, entre Messi et Neymar. C'est Neymar qui a pris le penalty. Quoi qu'il en soit, voilà, juste pour dire que définitivement, Kylian Mbappé, lorsque les 2 joueurs sont là, ne tire ni les coups francs ni les penalties. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même lui qui porte l'équipe, c'est lui qui donne des résultats au Paris Saint-Germain. Et moi, je trouve ça quand même un peu.
je vais pas dire choquant, tu vois, mais qui tire aucun penalty. Bon, sur les coups de pied arrêtés, il a peut-être moins d'expérience, donc ça c'est normal, mais en tout cas sur les penalties, ouais. Je trouve ça quand tu veux garder un joueur soi-disant, quand tu veux essayer de le convaincre de rester, etc. Même si Neymar tire très très bien les penalties, attention, hein, je veux pas. Neymar, il l'a raté hier, ça c'est des choses qui peuvent arriver. Il tire super bien les penalties. Mais je trouve bizarre qu'on donne pas de temps en temps le ballon à Kylian. Voilà, ça m'étonne. Mais il l'a déjà pris, hein, il en a même raté. Mais quand ils étaient pas là, il me semble. Non, un match où il y a Messi, quand il y a Messi, puisqu'il lui donne même un deuxième, je crois. C'est Messi qui lui offre le. Oui, Messi, il lui en a laissé un, c'est vrai. Et il tire C'est lui qui laisse à Messi. Et il la met au-dessus. Ouais. Il met un ballon, mais c'est même pas arrêté, ouais, c'est au-dessus, ouais. Donc bon. Non, mais je pense que. Et tu sais sur quel match, hein. J'ai plus le match en tête, mais. C'est un match où le PSG mène largement et Mbappé tente le doublé en fin de match. Il tire au-dessus dans les arrêts de jeu, je crois. Vraiment la dernière minute. Mais je suis pas d'accord, Mousse. Le meilleur tireur de penalty, c'est Neymar. Ouais. C'est lui qui tire les penalty. J'ai dit que Neymar voilà. Très très bon. Les coups de pied arrêtés. Je m'étonne et les coups de pied arrêtés. Je suis désolé, les coups de pied arrêtés, c'est pareil. Enfin, je sais que c'est très tendance aujourd'hui dans le football de dire je prends des responsabilités, je tire les coups de pied arrêtés. T'as besoin d'un Mbappé qui tire un corner ou d'un Mbappé dans la surface qui peut te marquer un but? C'est quoi le plus important en fait? Tu vois, c'est quoi le délire aussi avec ça? En plus, déjà, il les tire mal, les coups de pied arrêtés. Quand même le dire. Non, mais ça, je l'ai dit, hein, je suis revenu dessus. Hein. J'ai dit que pour les coups francs, c'était normal. Il n'a pas l'expérience des deux autres. Sur les pénaltys, je trouve ça un peu normal. Si on veut pousser trop plus loin, tu veux savoir qui doit tirer les coups francs excentrés aujourd'hui pour faire des centres? C'est Nuno Mendes. Moi, je te le dis, c'est lui. C'est lui qui tire les mieux les coups de pied arrêtés. C'est plus Di Maria avec ses corners rentrants où il nous casse les couilles une fois sur deux, il essaie de marquer un but. C'est Nuno Mendes dans ce cas-là. Non, mais toi, il faut pousser le show au bout. C'est pareil. Voilà, maintenant, ils vont se battre pour savoir qui doit tirer tous les coups de pied arrêtés. On en est là, quoi. Les mecs. Je voulais pas t'énerver, Nico. Je te jure. Après Di Maria, il aime bien nous faire sa spéciale. Il l'a tenté encore hier, corner rentrant. Vous avez vu, elle a failli rentrer. Hein. Heureusement qu'il l'a mis. Il l'a mis une fois à Nîmes. C'est sûr, il l'a mis à Nîmes une fois. Donc maintenant, à chaque fois, il tente. On remarquera quand même qu'un Nico malade est un Nico très très chaud. Mais faut pas le titiller, Nico, là. On va te foutre en quarantaine. On va te remettre une dose de Covid, hein, parce que. On n'a pas parlé d'arbitrage encore. Justement, Nico, tu fais une très belle passe décisive. Attends, laisse-moi te dire, puisque c'est l'arbitrage, juste un mot sur Pochettino malgré tout. Juste un mot. Pochettino, il est comme les joueurs. Il a le mode Ligue des Champions et le mode Ligue 1, j'en ai rien à foutre. Voilà. Vous regarderez quand même malgré tout qu'à chaque fois en Ligue des Champions, ça ressemble à des matchs qui sont plutôt préparés. On peut prendre l'histoire du Barça l'année dernière, même le Bayern était dominé, mais il y a des idées. En Ligue 1, tu as l'impression qu'il met l'équipe, c'est en gros aller faire un match, on se revoit dans 90 minutes, j'en ai rien à foutre de ce qui va se passer. Son attitude, c'est pas la même, la préparation des matchs, c'est pas la même. Et encore une fois, on a bien différencié aujourd'hui le contenu et le résultat. Dans le contenu, il y a eu des choses bien offensivement. L'animation défensive, elle a été horrible. Mais lui, il en a rien à foutre de la Ligue 1. Je vous le dis, quand tu vois son attitude entre mardi et là, voilà. Donc, il ne faut pas s'étonner non plus que les joueurs, quand ils arrivent en Ligue 1, ils en ont rien à foutre. Quand la causerie elle doit durer 2 minutes en Ligue 1 et 20 minutes en Ligue des Champions, je pense que le message, il est clair. Les mecs, ils doivent arriver sur le terrain en disant « Ok, ouais, c'est cool, allez, aujourd'hui, on fait un foot. » Bon, ça, on n'en sait rien si la causerie dure 2 minutes. Non, mais c'est un exemple. Non, quand je dis ça, c'est l'exemple que tu vois. Oui, c'est si, voilà, qu'en gros, il concerne moins les joueurs, tu veux dire, mais aussi parce que aussi peut-être qu'ils ont déjà acquis une certaine avance, qui fait qu'ils sont un peu plus, je vais pas dire détente, c'est parce que c'est pas le mot, ils sont professionnels, ils doivent jouer tous les matchs à fond, mais. Ils devraient. Ouais, ils devraient. Non, mais alors, pour le coup, hier. Après, c'est que la deuxième défaite en Ligue 1, évidemment, on les a fait les résumés, il y a eu des matchs dégueulasses où ils ont été nuls dans le contenu, ils ont réussi à prendre des points. On parlait tout à l'heure, notamment contre Lens, où il y a l'égalisation en fin de match d'Hakimi, on ne sait pas d'où elle vient. La victoire contre Metz, pareil, dans le temps additionnel, où pareil a été horrible. Hier, ils perdent. Mais bon, voilà, dans le contenu, en tout cas, c'est quand même que la deuxième défaite en Ligue 1 cette saison. Mais hier, Hugo, là où tu peux critiquer Pochettino, c'est que tu vois clairement que ce genre de match, il l'aborde en se disant, sur le talent, ça suffit largement. Ça se voit dans les comportements. Regarde, le premier contre Nantais au bout de 4 minutes, tu vois pas ça avec une équipe concernée. Ouais. On en a parlé, effectivement, le repli défensif. Marquinhos, je sais pas ce qu'il fait, il part à gauche, il part à droite. Ouais. Bernat, on lui a dit tu prends ta ligne, donc il est collé à sa ligne. C'est vrai que ce premier but est horrible, mais c'est surtout le bloc.
c'est dingue d'être aussi complètement désarticulé au bout de 4 minutes de jeu. Et ça c'est que clairement, en fait, tu prends pas. Voilà, la première mi-temps, franchement, elle est vraiment prise au-dessus de la jambe. Ils en ont rien à foutre de la première mi-temps. Ils se disent ça va marcher sur le talent. Sauf qu'en face, tu as une équipe qui joue bien les coups, qui a 100% de réussite sur ses actions. Et tu te retrouves à 3-0. Et d'ailleurs, la deuxième mi-temps, honnêtement, à part. Il y a une action, je crois, où Bernat sauve devant Colomani, mais le reste du temps, en deuxième mi-temps, Nantes n'a quasiment pas existé, ou très peu. Il y a eu beaucoup moins d'opportunités parce qu'ils ont rectifié. Et donc, évidemment qu'il y a une approche différente par rapport à la Ligue 1. Et évidemment qu'hier, ils sont venus à Nantes en touriste. Évidemment. D'ailleurs, sinon, je pense qu'il aurait fait des changements dès la mi-temps. Mais... Ouais. Et d'ailleurs, heureusement que Marquinhos est là parce que, ok, sur le premier but, etc., il a du mal sur le repli, mais il a sauvé quand même plusieurs fois quelques coups. Notamment, d'ailleurs, il y avait plus que des 1 contre 1 face à Moses Simons ou quelques situations où il est tout seul. Et heureusement qu'il était là encore Marquinhos. Sinon, le score aurait été encore plus. De toute façon, peut-être, si tu prends pas ce match à la légère et que tu le prépares vraiment comme tu as préparé Madrid, tu identifies rapidement que le côté gauche avec Simon, ce sera un gros danger et tu mets pas Kerrer systématiquement en 1 contre 1 pendant 45 minutes. Déjà, rien que ça. Parce que Kerrer, encore une fois, on lui tape dessus, mais il a été complètement exposé. Et donc voilà, évidemment que ce match-là, il n'est pas préparé. C'est vrai que c'est comme le dit Yacine, c'est vrai que c'est quand même quand t'es le PSG, tu prends 3-0 à la mi-temps, c'est quand même curieux. N'importe quel coach, normalement, tu fais quand même des changements à la mi-temps. Tu te dis c'est pas possible. T'es le PSG, tu peux pas laisser comme ça. Et tu laisses quand même, tu laisses Kerrer à ce poste alors qu'il y a Kimi qui est frais, hein, qui peut jouer. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est surprenant pour un club comme le PSG. Ouais. Ah non, mais il veut pas avoir de problème, Pochettino. Il veut pas choisir. Il faut pas faire de choix. Je vais pas mettre une pièce, Nico. Il va pas, non, mais il va pas sortir un mec. S'il sort un mec à la mi-temps, après, le mec, il va bouder. Donc, il peut pas sortir un mec. Logique. Passons à notre dernière partie du podcast sur l'arbitrage. Alors, vous voyez, vous suivez nos podcasts à longueur de semaine. On fait jamais des focus arbitrage, etc. On n'est pas du genre à relever, etc. quand il y a des failles ou autres. On en parle un petit peu, mais légèrement. Là, quand même, alors je vais déjà le rappeler pour ceux qui nous écoutent, pour pas qu'il y ait d'imbroglio. Les Nantais ont mérité leur victoire. Les faits d'arbitrage dont on va parler n'expliquent pas la défaite. Mais on peut reconnaître que la victoire est méritée des Canaries et dire que l'arbitrage a été mauvais. Vous êtes tous d'accord avec moi, les gars? De toute façon, il l'a dit, Leonardo. Leonardo vous l'a dit. Tout de suite, il est dit. C'est l'heure de l'imitation. Attention. C'est trop tôt. Trop tôt, attends. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, je te demanderai après, alors, parce que sinon. Après, ouais. Alors, je vais déjà vous détailler, etc. Pourquoi on va parler d'arbitrage pour cette dernière partie du podcast. L'arbitre de la rencontre hier, c'était Michael Lesage. Rappelez-vous, c'est l'arbitre qui avait déjà eu un différend avec Mbappé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 15 janvier dernier face à Brest, où l'attaquant français avait eu des paroles qui avaient fait le tour des plateaux télé, médias, etc. Vous ne savez, je vous redonne les paroles d'Mbappé, vous ne savez même pas arbitrer, c'est toujours pareil dans cette ligue. Donc déjà, il y a un petit différent qui date il n'y a pas si longtemps avec le PSG. Hier, 16 fautes commises par Nantes, 2 cartons jaunes, 9 fautes commises par le PSG, 6 cartons jaunes. Je pense qu'à partir du rouge retiré à Apia, à juste titre grâce à la VAR en première période, on se rappelle de la faute, le tirage de maillot sur Kylian Mbappé. À partir de ce moment-là où il a été rectifié par la VAR, est-ce que tu es d'accord avec moi, Mousse, que Monsieur Lesage a perdu le fil de la rencontre? Il n'arrivait plus à siffler quand il le fallait par rapport aussi au scénario et l'intensité du match, parce qu'il y a eu beaucoup de choses. On l'a dit, c'était un match plaisant, donc ça faisait beaucoup ping-pong, etc. Ça se répondait, il fallait suivre l'intensité du match. Mais il y a vraiment plusieurs décisions arbitrales qui sont contestables. Par exemple, sur le tacle de Nicolas Palois sur la cheville d'Mbappé en première période, même pas de carton, même pas de jaune. Pas faute. Ce que je veux dire, c'est pas de faute sifflée de base. Il laisse jouer, hein, pour lui, il n'y a rien. Laisse le jeu se poursuivre. En deuxième période aussi, Denis Lapia qui commet la faute, qui provoque le penalty, il a déjà un jaune. Il doit prendre le deuxième jaune, mais on ne sait pas pourquoi exceptionnellement il n'a pas de carton jaune, alors que Wijnaldum, lui, bizarrement, quand il a causé un péno en première, à juste titre, il a pris un carton jaune. Et puis aussi plusieurs cartons jaunes adressés pour une légère contestation. Et il a fait un peu le shérif à distribuer des biscottes. Mousse, sur l'arbitrage de Michael Lesage, est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire pour dire que voilà, ça explique pas la défaite. Nantes a mérité sa victoire, mais il y a des faits d'arbitrage quand même qui sont largement contestables. Enfin, Michael Lesage, on le connaît, il fait partie de ces 2-3 arbitres qui ont une attitude, insupportable, quoi. Ils sont hautains sur le terrain, ils pensent tout savoir. Quand ils se trompent, il n'y a pas d'humilité, il n'y a rien. Alors oui, sur les buts marqués par Nantes, les buts sont complètement valables. Je le disais au tout début, hein, l'arbitrage ne porte pas sur les 3 buts de Nantes parce que c'est hors sujet. Par contre, sur le fait de tenir le match,
T'as quand même 2 joueurs qui peuvent être expulsés à Nantes. Donc sur le résultat, à la fin, ça peut avoir quand même un impact. Le deuxième jaune que doit prendre, comment il s'appelle, Samoa, Apia, ça c'est juste incompréhensible. Là, si on me dit que Le Sage, il en veut pas au minimum à Mbappé, non, ça c'est pas possible. Je pense que les paroles d'Mbappé au match, le match où il lui a répété ça, où il lui a dit qu'il savait pas, je pense qu'il l'a en travers de la gorge et qu'il l'a pas digéré. Et c'est pour ça qu'il se venge sur Mbappé. Mais tu peux pas avoir ce genre d'attitude quand tu es arbitre professionnel. Et après, on s'étonne aussi pourquoi les arbitres français ne sont pas dans les grandes compétitions internationales. Voilà. C'est incompréhensible. Après, évidemment, faut pas se cacher derrière ça. Mais la faute de Palois sur Kylian Mbappé, parce que Palois, juste avant, il fait un super tac sur Kylian Mbappé. Je sais pas si vous vous rappelez, il fait un super tac très très propre. Donc là, dans sa tête, il s'est dit c'est bon, je suis Thiago Silva, et il s'est dit je vais refaire la même mais par derrière. Mais là, on voit clairement quand même qu'il prend la cheville. D'ailleurs, Mbappé reste quand même 5 minutes au sol. Il y a les médecins qui viennent, etc. On voit qu'il boite un petit peu. Donc ça, c'est incompréhensible. Et encore une fois, le rouge que doit prendre celui qui avait pris le premier carton jaune sur la deuxième faute, ça c'est juste pas possible. Donc c'est l'arbitrage français. Je pense que Kylian il a pas complètement tort quand il dit que dans cette ligue, parce que les arbitres c'est plus, tu sais, on parle souvent de la première ligue. Il y a des erreurs d'arbitrage aussi en première ligue, hein. Pas de souci, hein, peut-être les mêmes qu'en France. Hein. Par contre, l'attitude des arbitres en première ligue, c'est pas du tout la même. Et c'est ça aussi qu'il faut travailler sur l'attitude des arbitres français. Comme tu l'as dit, voilà, ils se prennent pour des shérifs, ils sont très hautains, la manière dont ils parlent aux joueurs. Tu sais, quand ils mettent un carton, ils mettent le carton, puis après, genre, ouais, va là-bas, ou quand ils mettent un rouge, c'est la même chose. Voilà, le regard noir pour dire, voilà, t'as pas à contester ma décision, c'est moi le chef, un peu ça, quoi. Exactement. Ils sont la plupart du temps mauvais, et en plus, ils ont aucune humilité. Donc, encore une fois, il faut pas s'étonner qu'on les retrouve jamais dans les grandes compétitions internationales. C'est vrai qu'il y a une différence de comportement avec les arbitres anglais où tu le vois. Les joueurs viennent contester, mais 2 secondes, et l'arbitre explique, etc. Il met le carton sans faire un geste agressif, et les joueurs comprennent et ils se replacent, et après tu passes à autre chose. Alors qu'en France, ils sont tout de suite dans l'autorité, etc. Et ça complique les choses. Nico, sur l'arbitrage de Michael Lesage, est-ce que tu es d'accord avec ce que je dis depuis tout à l'heure, avec ce que dit Mousse, par rapport à ces décisions arbitrales largement contestables, notamment, enfin, moi je trouve la plus grosse, c'est le deuxième carton jaune non attribué à Pierre, alors qu'il coûte un penalty et qu'il a déjà un jaune. De toute façon, juste rappeler que Le Sage n'est absolument pas un arbitre international, ou très peu. Il n'a jamais fait de grande compétition, il n'en fera jamais. Je crois qu'il n'a jamais arbitré en Ligue des Champions non plus. À vérifier, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais il me semble que son. Je crois qu'il y a Turpin sur. Il doit y avoir un deuxième, mais pas Le Sage. Concernant Le Sage, je crois que son fait d'armes, c'est d'avoir arbitré des Ouzbeks et des Azéris en Ligue Europa, je crois que c'est son plus grand match. Donc à vérifier, mais il me semble que c'est déjà un arbitre qui n'est pas bien noté. Donc ensuite, effectivement, moi, ce qui me révolte dans son match, et on passe quand on parle de l'arbitrage, qu'on est supporter du PSG, c'est souvent les jours de défaite, mais si le PSG avait gagné le match hier 5-4, le discours ce serait le même. Le Sage hier, c'est juste, mais je vais même pas dire que c'est scandaleux, parce que moi, ça m'a fait rire tellement c'était trop, c'était énorme. Et il n'y a pas d'ailleurs que contre le PSG. Le carton rouge qui met d'abord au Nantais qui ensuite qui va retirer. Mais tu vois à quel point déjà il est dépassé, le pauvre. Parce que sortir le carton rouge sur cette faute-là, quand tu as justement Palois qui en coupe, enfin, ça n'a aucun sens. Il était dépassé hier. Je ne sais pas s'il a voulu se payer le PSG par rapport aux déclarations de Mbappé en janvier contre Brest. J'ose croire que non, parce que ce sont quand même des. Je l'ai rappelé parce que ça pouvait jouer quand même, t'es d'accord? Si c'est le cas, c'est encore plus grave. Donc moi, je vais être naïf et je vais juste croire qu'il est juste nul, pas malhonnête. Donc voilà, je vous le dis, cet arbitre, il est nul, voilà, il est nul. Effectivement que le tac de Palois est ultra dangereux, que éventuellement tu décides que ce soit pas rouge parce que c'est encore en début de match. Allez, si tu veux, je comprends pas, mais si tu veux, mais au moins il y a faute. Le Nantais, effectivement, qui doit prendre un rouge, le deuxième, il est évident que Apia doit pas finir ce match. Et puis t'as plein de trucs derrière qui énervent les joueurs. Alors, toi, Verratti, moi je pense que je suis arbitre, il me rend dingue aussi, il est tout le temps là à gueuler. Donc je suis d'accord qu'à un bon moment tu dois t'énerver et que tu dois avoir cette réaction. Mais il y a tellement de choses qui sont. Mais tu mets un carton jaune à Neymar qui tape dans le ballon parce qu'il est énervé, tu lui mets un carton jaune pour ça.
et puis t'en mets pas 20 minutes après à Colomoni qui fait exactement la même chose. Donc elle est où la cohérence? Évidemment que tout ça, ça crée de la frustration chez les joueurs. Évidemment que ça ne fait qu'énerver. Et puis on en a déjà parlé, et si je vais terminer là-dessus, parce qu'en fait, j'ai même pas trop envie de m'attarder sur l'arbitre. Quand tu viens avec cette espèce d'attitude, avec la main devant la poche pour dire toi vas-y dis un mot, je vais te mettre un carton, que tu brandis ton carton comme si tu étais en train de lever la main parce que tu as envie de mettre une claque à un môme, évidemment que cette attitude-là elle est pitoyable, et évidemment que ça ne crée pas un climat sain sur le terrain. Tu vas regarder des arbitres en Angleterre où ils viennent, ils prennent le joueur à part, ils discutent. Après, ils lui montrent juste le carton jaune normalement devant les yeux, pas en le brandissant comme si c'était un sabre laser. Voilà, non, mais oui, mais tu vois, et tu vois même dans ses yeux que l'autre, il prend du plaisir, quoi. Je te promets, je pense qu'il a eu un orgasme dans sa soirée, le sage. Il est rentré à l'hôtel, il devait être mais comme un dingue, quoi. Il a dû appeler sa femme en disant putain, waouh chérie, je me suis éclaté, quoi. Donc voilà, tant mieux pour lui s'il a pris du plaisir. Je pense à cause de lui, je pense que ce match aurait vraiment pu dégénérer. Je pensais que les Parisiens allaient perdre encore plus leur nerf en deuxième mi-temps. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et par contre, quand on dit que Nantes a mérité sa victoire et que le Sage n'a absolument pas influencé sur le résultat, mais évidemment que si, il a influencé sur le résultat. Nantes à 10 à la 35e minute et Nantes à 10 à l'heure de jeu, à 9 à l'heure de jeu, c'est pas du tout le même match. Donc, que Nantes ait fait un bon match, oui. Nantes n'a pas volé ses buts, oui. Maintenant que l'arbitre n'ait pas eu une influence directe sur le résultat du match, ah non, on ne peut pas dire ça. Évidemment que le Sage a une influence très importante sur le match. Yacine, avant de te lancer dessus, je vais donner les déclarations de Marco Verratti et ensuite de Leonardo, et tu nous feras ton imitation. Je t'embête. Non, mais c'est vrai que parce que il y a eu des réactions directement assez virulentes, mais bon, à juste titre, sur ces faits d'arbitrage dont on parle depuis tout à l'heure. Donc, je vous donne la déclaration de Marco Verratti au micro d'Olivier Talaron sur Canal+. Comment c'est possible que nous, on prenne 10 jaunes? Bon, ils en ont pris 6, mais comment c'est possible que nous, on prenne 10 jaunes et on peut même pas parler avec l'arbitre, on ne peut rien faire. L'arbitre, quand on vient lui parler, il dit qu'on peut parler, et là, on ne pouvait pas parler du tout. Sur le penalty, comment c'est possible de ne pas donner un deuxième jaune? On s'est fait chier dessus. Voilà, ce sont ces termes. Je n'exagère rien. Et Leonardo également, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, hein, est sorti du silence hier pour venir défendre l'institution PSG, monter au front pour donc relever ses erreurs d'arbitrage, au micro de Canal toujours. C'était un match difficile pour nous. Après un match de Ligue des Champions, on savait qu'on était pas battre. Depuis le début, c'était un match dans la force. On a pris 2 buts et c'est mérité. Après, tous les choix étaient contre nous et tu risques d'avoir des joueurs out, blessés. Il annonce 1 minute de temps additionnel et le penalty arrive 4 minutes après, en fin de première période. Je pense qu'il y a eu une envie de siffler contre nous, de ce que tu disais un peu, Nico. La faute sur Mbappé, l'arbitre ne siffle même pas, tu risques d'avoir des joueurs 3 mois dehors sur une blessure. Il donne rouge à Apia, mais ce ne doit pas être un rouge. En début de match, il dit que la VAR ne marche pas et sur cette action, il remarche pour lui retirer. Après, Apia concède penalty, il ne donne pas de jaune alors que ça aurait dû faire rouge. Tu cherches à contrôler le match, à protéger l'équilibre d'un match, alors que le match n'était plus du tout contrôlé. Pour nous, comme pour Nantes, c'était complètement sans contrôle. Donc voilà, à dénoncer Leonardo. Yacine, sur tout ça. De toute façon, moi je l'ai tweeté hier sur le Sage. Mais moi, je suis pas naïf comme Nico. Mais évidemment qu'il s'est payé le PSG. Mais alors, il est et malhonnête et incompétent. Voilà, il peut être les deux. Hein. Nico il a dit est-ce qu'il est nul ou est-ce qu'il est malhonnête? Mais il est les deux. Voilà, de toute façon, il est déjà nul en temps normal. Mais en plus, hier, il a été malhonnête parce qu'il s'est payé le PSG. C'est tout. Ah oui. Quand tu vois les cartons, les fautes, et regarde, il y a plein d'actions. Kimpembe, il met un tacle qui est moins dangereux que celui de Palois. Il y a eu faute. Et il est pas loin du jaune. Il lui explique que par derrière, etc. L'autre, il te met un tacle par derrière, pas sur le côté, par derrière. Et il n'y a pas faute. Sur la cheville. Voilà. Et il n'y a pas faute. Il n'y a même pas faute. Le truc, c'est quoi? Encore une fois. Il y a plein de choses. La première chose, c'est que les arbitres, en fait, tant qu'il n'y a pas de blessure, ici, voilà, c'est pas grave. Mais en fait, le problème, c'est que là, comme Mbappé retombe, mais tu sais qu'il peut se faire les croisés, mais c'est typique du geste des croisés. Tu sautes un peu comme ça, ton genou à la réception, il part, et hop, saison terminée. Donc, déjà, ça, c'est un scandale. Ensuite, sur les règles, le problème, c'est que le foot, c'est de l'interprétation. L'histoire du dernier défenseur, par exemple, elle n'existe pas. C'est annihiler une occasion de but réelle. Qu'il y ait un défenseur après toi ou pas, on s'en fout, en fait. D'accord? Donc, c'est de l'interprétation. Sur le crochet, sur le penalty, si tu es
Déjà, pourquoi ça fait rouge? Mais parce qu'en fait, il élimine et Lafont et Apia. C'est-à-dire que quand quand il les a éliminés, le but, il est vide. Donc, c'est même pas qu'il ne doit pas y avoir jaune. C'est qu'il doit y avoir rouge direct. Et tu mets même pas le deuxième jaune. Donc, mais évidemment qu'il s'est payé le PSG. Voilà. Il y a un mois pile, l'autre, il lui parlait mal et ses propos étaient repris partout. Il s'est payé le PSG. Voilà, c'est tout. Mais il s'est senti, Yacine, il s'est senti humilié par les propos de Mbappé Voilà. il y a un mois qu'on fait le tour de France, voire Bien le tour sûr. d'Europe. Et le gars a gardé ça en mémoire, évidemment. Évidemment. Et d'ailleurs, on peut quand même féliciter la Ligue, l'immense Ligue de football professionnel, d'avoir renommé un arbitre moins d'un mois, enfin à peine un mois plus tard, après ces incidents. Bon, après, je ne vais pas revenir sur les autres incidents ailleurs parce que ça ne concerne pas le PSG, mais bravo la Ligue. Voilà. Vous êtes au top. Ça ne change rien. On a failli le perdre. Je sentais que c'était en train de monter, qu'il voulait lâcher la parole. Il allait pouvoir. Bon. Il s'est débarrassé du ballon comme Danilo. Alors en fait, c'est Nico tellement été virulent, il a craché un peu. C'est Yacine qui a repris les microbes et maintenant c'est Yacine qui est contaminé et qui est pas bien. Je pense qu'on a été un peu complet sur l'arbitrage. Bon, Yacine le réclame quand même depuis hier. Je sais que tu es en train de boire un coup d'eau, mais il nous faudrait quand même une petite imitation de Leonardo quand même. Je vais pas pouvoir, je crois. Hein? Je vais pas pouvoir, je crois. Bon, bah, tu nous la feras en off. Alors, parce que je l'avais promis, alors c'est vrai que. Là, mais... Le problème, c'est que Leonardo, encore une fois, il vient pas au bon moment. Il vient après une défaite, parler de l'arbitrage. Ah, la pression! Non, mais c'est une catastrophe. Franchement, c'est une catastrophe. On l'attendait un peu avant, on l'attendait à d'autres moments. Tu viens ce soir-là, et encore une fois, tu passes pour une chialeuse, parce que tu as perdu le match, et tu t'es bien fait bouger malgré tout. Et tu viens parler de l'arbitrage. Franchement, c'est récurrent, les mauvais choix de moments de Leonardo. Et en fait, le problème du moment, c'est qu'à un moment donné, ton discours, il est plus audible. Tu vois, c'est pas ça qu'il doit dire. C'est pas ça qu'il doit dire à ce moment-là de la saison. Et c'est pas prendre. Tu vois, moi, j'aurais été à sa place. J'aurais parlé de l'arbitrage, mais peut-être cette semaine, il n'y a pas de match. Mais j'aurais fait une interview cette semaine, tranquillement, pour parler. Tu vois, tu donnes une interview et dans l'interview, tu amènes le sujet de l'arbitrage en expliquant qu'à un moment donné, si on veut que la Ligue 1 devienne un championnat visible ou qui monte, il va falloir que l'arbitrage soit au niveau. Et tu le glisses tranquillement. Mais venir comme ça à la fin du match avec Olivier Talaron, dès qu'on a vu l'image, on savait. Après, pourtant, t'as vu, il dit au début, je sais que quand je suis énervé, machin, je peux, quand je suis pas calme comme ça, je peux dire des choses que je regrette après, je vais souffler un coup. Et au final, au début, il commence bien à dire, on sait qu'après les matchs de Ligue des Champions, on a attendu, puis à la fin, il dégoupille et puis. Moi, je connais après, il passe aussi en zone mixte avec d'autres journalistes où les journalistes veulent l'amener sur le terrain en lui parlant des buts encaissés, que Paris encaisse trop de buts et qu'est-ce qu'il pense un peu du jeu de Paris. Il botte en touche, il en parle pas, il dit ça c'est pas mon travail, c'est l'entraîneur qui doit analyser et qui doit discuter avec le groupe et il revient tout de suite après sur tu sais l'attaque, on attaque toujours le PSG tout le monde est machin, tout le monde est méchant, etc. C'est pas ça qu'on attend d'un directeur sportif. En tout cas, c'est pas le discours que nous on attend d'un directeur sportif. Tu peux te plaindre de l'arbitrage, nous on en a parlé aussi, c'est pas un problème. Hein. Tu peux souligner le fait que il y a eu des manquements, etc. Mais tu peux pas non plus te cacher derrière ça et occulter la partie terrain et ne pas en parler du tout. C'est toi qui as choisi, c'est toi qui as fait le recrutement. Voilà, t'es le patron de Pochettino. Tu dois aussi parler de l'entraîneur. Or, comme le dit souvent Yacine, il intervient toujours à mauvais escient. Et en fait, son discours il est plus audible. Voilà. Et je pense il manque de sérénité parce que peut-être que voilà, il sent que c'est peut-être bientôt la fin. Moi, j'ai eu quelques offres ces derniers temps sur le fonctionnement PSG. Il risque d'avoir pas mal de départs l'été prochain dans différents services, que ce soit déjà la communication, il y a pas mal de départs. Il y a même un départ important qui va se profiler prochainement. Donc voilà, il y a un manque de sérénité là. Pendant la saison, là, le départ ou à la fin de saison?
Je sais pas, je sais pas encore. Il partira, c'est sûr. Je parle pas de Leonardo, hein, je parle des gens qui fonctionnent, que ce soit à la com, etc. Mais oui, déjà, il y a eu des départs depuis l'été dernier. Il y a eu pas mal de départs. Il y en a eu encore quelques-uns en cours de saison. Et là, il semblerait que des gens à des postes importants pourraient quitter le club, soit là maintenant, ou en tout cas à la fin de saison pendant le mercato estival. D'accord. Bon, en tout cas, on suivra ça évidemment. On y reviendra dans le podcast. Je pense qu'on a été complet sur cette défaite du Paris Saint-Germain hier face à Nantes, 3-1 pour la 25e journée de Ligue 1. Prochain rendez-vous pour le Paris Saint-Germain, ce sera encore samedi prochain au Parc, cette fois réception de Saint-Étienne. Non, c'est pas samedi, je crois, c'est dimanche, non? Non, c'est samedi 21h. C'est samedi 21h parce que c'est sur Canal, il disait hier Clément Gachny, donc c'est Canal qui a le match le samedi soir. Et puis ensuite, il y aura le déplacement à Nice. Très beau souvenir récemment en Coupe de France. Qu'on a hâte de voir ce que va proposer le GC Nice. Avant, évidemment, le match retour contre le Real Madrid le 9 mars prochain. Voilà, je pense qu'on a été complet. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Nico, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur... Non, écoute, sans Mbappé à Nice, je crois qu'il sera suspendu, à vérifier. Effectivement, il a pris son jaune hier, lui, dans les 6, donc il sera suspendu contre Nice. Donc ça veut dire qu'il se blessera pas avant la Ligue des Champions, déjà, c'est une bonne nouvelle. Et puis... Verratti contre Saint-Etienne. Ouais. Ah oui, Verratti, suspendu. Ouais. Bon, bah, on verra comment Pochettino s'adapte et fait sans l'ami Kylian Mbappé. Donc, on se donne. Je voulais vous remercier, Yacine, Nico et Mousse, d'avoir été avec moi pour débriefer ce match. On se donne rendez-vous après le match contre Saint-Etienne pour débriefer. Même endroit, vous connaissez la chaîne YouTube de Paris United. N'hésitez pas à vous abonner, comme d'habitude, à lâcher un pouce bleu et à commenter. On répondra à vos commentaires en dessous de la vidéo. Donc, merci à vous pour tous vos commentaires, comme d'habitude. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain podcast. Bonne semaine à tous. Salut. Ciao. Salut. Salut.